Accord. Corps à corps. Alors, il y a quelques jours, on pouvait découvrir dans le journal Le Monde les confessions d'Emmanuel Macron, les aveux, enfin vous appellerez ça comme vous voulez, enfin celles ou ceux qu'il voulait bien qu'on connaisse, concernant la dissolution. Je vous rappelle cet extrait du Monde. Un grand patron familier de l'Élysée aurait demandé au président de la République le lendemain de la dissolution: alors ça va, pas trop dur ces journées? Ce à quoi le chef de l'État aurait répondu, je cite toujours Le Monde, mais pas du tout, je prépare ça depuis 2 semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes et maintenant on va voir comment ils s'en sortent. Voilà. 2 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République avait également lancé lors d'une conférence de presse: depuis dimanche soir, les masques tombent. C'est aussi une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Voilà ce qu'aurait ajouté Emmanuel Macron, toujours selon Le Monde. Et c'était l'occasion pour le chef de l'État de mettre en lumière, je cite encore, les ambitions personnelles des uns et des autres, comme il l'a souligné. C'est un moment de clarification, insiste-t-il également. Alors d'une certaine façon, je vais vous étonner, cette fois-ci, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Nous vivons dans un temps de clarification, la grande clarification des boutiques des partis. Je fais que citer quelques exemples. Jean-Luc Mélenchon a organisé une purge contre ses membres les plus historiques. Ses illustres prédécesseurs soviétiques n'auraient peut-être rien à redire de ses méthodes. Le social-démocrate François Hollande, qui a fini de miner la gauche socialiste, je le rappelle, rejoint le nouveau Front populaire aux côtés des LFistes Osrima Hassan. Donc la cohérence, on peut toujours chercher. Les Républicains ont fait pas de leur, ont plutôt fait leur coming out macroniste d'un côté et de l'autre leur coming out d'inconsistance politique en rejoignant les ordres du Rassemblement national sans broncher. Et enfin, le Rassemblement national lui-même est censé incarner l'opposition forte à Emmanuel Macron, mais pourtant ne cesse de faire concession sur concession. Je rappelle, la réforme des retraites, on verra plus tard. La suppression de la TVA, ce sera dans un second temps. Changer l'Europe, oui, mais de l'intérieur. Matignon, oui, mais qu'en cas de majorité absolue. Et l'abattage rituel, ça c'est la dernière, rétropédalage de Sébastien Chenu ce week-end, il sera conservé. Nous comprenons donc que dans ce jeu de dupes, ce jeu de boutique, on a un jeu qui est exacerbé par le coup d'Emmanuel Macron, et que dans ce grand vacarme que nous vivons en ce moment, une question se pose, une question qui avait déjà été soulevée par Simone Veil: l'asphyxie démocratique que nous vivons deviendrait-elle pas justement de ce jeu des partis? Et je vous cite un extrait de Simone Veil avant de donner la parole à mes deux invités. Dans La personne et le sacré: il est clair qu'un parti occupé à la conquête ou à la conservation du pouvoir gouvernemental ne peut discerner dans ses cris que du bruit. Il réagira différemment selon que ce bruit gêne celui de sa propre propagande ou au contraire qu'il le grossit. Mais en aucun cas, il n'est capable d'une attention tendre et divinatrice pour en discerner la signification. On est aujourd'hui dans cette question de partis qui servent évidemment la conquête de leur pouvoir et peut-être ne distinguent pas les autres bruits, l'appel à l'aide du peuple, du vrai peuple qui lui tente de se faire entendre. Voilà toutes ces questions que je pose à Jean-Frédéric Poisson et Alexandre Cunage-de-Préval. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, Merci à vous. président de Via la Voix du Peuple, auteur de nombreux ouvrages, dont La Voix du Peuple, l'indispensable réforme constitutionnelle aux éditions du Rocher. C'est peut-être le livre qui est le plus en lien avec ce qu'on va aborder aujourd'hui. Puis Alexandre Cunage-de-Préval, avocat au barreau de Paris et chroniqueur Tocsin. Peut-être je vais commencer par vous, Jean-Frédéric Poisson, sur cette question des partis et des boutiques. Vous êtes président de Via, donc peut-être que ça vous pose un problème nous répondre aussi directement sur le fait qu'un parti est un problème. Malgré tout, vous avez compris la question. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui asphyxié par ces partis qui ne sont plus que des boutiques politiques? Non, non, je ne suis pas du tout gêné de répondre à votre question pour une raison simple d'ailleurs, c'est que c'est la Constitution qui définit le rôle des partis politiques en France, puisque ce sont, je le rappelle, les seules associations qui sont mentionnées expressément dans notre texte fondamental, comme pour dire que, et si je me rappelle bien de l'article 4 de notre Constitution, les partis concourent à l'expression de l'opinion publique, ce qui veut dire que le rôle de la Constitution, le rôle qu'ils ont récupéré, qui leur est assigné dans la Constitution est très clair. Il n'est pas marqué les partis se crêpent le chignon pour accéder au pouvoir. Il est écrit qu'ils concourent à l'expression de l'opinion publique. Autrement dit, ils doivent être des aides pour permettre à l'opinion publique de comprendre, de voir clair, de juger, de s'engager, et de faire en sorte que nous soyons dans un débat le plus platonicien possible, c'est-à-dire le plus animé qu'il soit dans la recherche de la vérité pratique, cette chose si difficile que l'on cherche quand on est en politique. Et la peinture que vous avez faite tout à l'heure en présentant notre débat
malheureusement, est révélatrice du fait qu'on est loin de cette mission et on est loin de cet idéal qui voudrait que, grâce à des organisations bien intentionnées, orientées au bien commun, qui défendent leurs convictions, ce qui est leur droit, les citoyens voient plus clair et soient plus éclairés dans leur conception de la cité, dans le déroulement des problèmes du monde et des choix qu'ils doivent faire. Malheureusement, et cette campagne législative est une caricature. Alors, elle est forcément caricaturale. Une campagne législative qui dure 3 semaines, c'est assez inhabituel. Oui. Dissolution dans ces circonstances, c'est pas inhabituel, c'est inédit. C'est d'ailleurs une autodissolution de Macron, pour être clair, plus qu'une dissolution de l'Assemblée nationale, mais on y reviendra peut-être. Et donc les partis, dans ce contexte, n'ont pas le temps de s'organiser, peut-être pas le temps de faire valoir leur projet, etc. Il n'en reste pas moins que on assiste en 3 semaines, c'est peut-être ça qui peut donner aussi un effet d'optique un peu renforcé. On assiste en 3 semaines à des choses qui, en principe, dans un calendrier législatif respecté, se déroulent sur plusieurs mois. C'est-à-dire que les discussions entre partis politiques, les choix d'investiture, les arbitrages programmatiques se déroulent sur des mois et des mois. Oui, Quand oui. on prépare une législative, on commence 6, 7, 8 mois avant. Là, il a fallu tout faire en 3 semaines. La décharge des partis politiques, c'est très court, à leur charge. Et là, vous avez raison d'être sans pitié. Où est le respect des convictions profondes et peut-être même de la charte fondatrice de chacune de ces formations politiques? Que sont devenus les grands engagements? Quand j'entends Emmanuel Macron nous expliquer que lui, il dit les choses qu'il fait, il fait les choses qu'il a dites et il a tenu ses promesses, bah écoutez, voilà. Quand j'entends M. Estrosi donner des leçons de respect de valeurs, d'engagement formel, de cohérence et de consistance à Éric Ciotti, les bras m'en tombent, et vous les prenez les uns après les autres. Plus personne ne croit à rien de tout ça, parce qu'au fond, les Français ont bien compris, c'est tellement flagrant dans cette période que les partis politiques, cette fois-ci, sont vraiment là pour assurer leur place dans les institutions futures. Alors ça n'est pas illégitime, mais disons que ça prend une tournure très caricaturale dans les temps dans lesquels nous sommes. Oui, et cette J'en tournure profite pour saluer oui. Alexandre Cugnache qui est avec nous ce matin. Cette version caricaturale, comme vous l'avez dit, c'est peut-être aussi une volonté d'Emmanuel Macron, mais qui a le mérite, et c'est pour ça que je disais, pour une fois je suis d'accord avec lui, on est dans une grande clarification. Alors, Alexandre Cugnage-de Préval, même question pour le moment. Comment vous observez ce qui se passe en ce moment et cette petite organisation interne des partis ou des autres partis? Je constate surtout qu'il n'y a plus d'organisation interne des partis, en tout cas des principaux. Euh, Prenez En Marche, prenez le Rassemblement national, prenez LR. On pourrait s'attendre à ce que des partis d'une telle ampleur, d'un tel niveau, qui aspirent tout de même, enfin, qui pour certains sont aux responsabilités, qui ont des régions, des villes, des métropoles, des élus, des sénateurs, etc., etc., soient prêts, notamment, par exemple, à envoyer des candidats. C'est-à-dire qu'ils aient une structure hiérarchique, locale, avec des adhérents, avec des militants, Mmh. avec des responsables locaux, avec une école de pensée peut-être, et peut-être donc une pensée aussi. Mmh. Voilà des choses qui échappent apparemment totalement aux principaux partis français aujourd'hui. Le plus symptomatique, je pense, ça avait été initié largement par En Marche dès sa fondation en 2017, je crois, ou 2016, où les candidats étaient recrutés comme ça à la petite semaine. Je vois que Oui, LR c'était et le la Rassemblement société national. civile, la fameuse société civile. On l'avait brandi comme une bonne chose à l'époque. Exactement, mais prenez le Rassemblement national, donc héritier du Front national. On pense qu'on veut de ce parti, mais à l'époque du Front national, c'était un parti de militants, c'était un parti structuré, c'était un parti avec une branche jeunesse, avec des journaux, avec une école de cadre. Tout ça a totalement disparu. Maintenant, les candidats sont recrutés comme ça sur un bout de bureau, sans aucun rapport d'ailleurs la plupart du temps avec même leur circonscription. C'est-à-dire Mmh. que enfin, c'est vraiment le largage de parachutistes tous azimuts, hein. Donc Bah, en sur fait, les l'école de partis cadre, en tout n'existent cas, il plus. en existe une au Rassemblement national, puisque Jérôme Sainte-Marie en est le président, enfin le Oui, alors directeur. laissez-moi avoir quelques doutes sur l'existence réelle de la formation de ces cadres, vu que l'essentiel des gens qui sont aujourd'hui des cadres, entre guillemets, au Rassemblement national, sont tous des extérieurs au Rassemblement national. Mmh. Jérôme Sainte-Marie lui-même
mais prenez Jean-Philippe Tanguy, qui vient de chez Dupont-Aignan, prenez Sébastien Chenu, qui vient de Guélib. Il faut quand même rappeler que l'excellent parcours de ces gens-là, en fait, aucun ne vient de la structuration interne du parti, et pour cause, ils ont évincé systématiquement tous les militants qu'il restait dans leur structure. Mmh. Et ceux qui restent ne sont généralement jamais investis, et en tout cas pas investis à l'endroit où ils sont. Donc, Vous voulez dire qu'en termes de purge, le LFI n'a rien le RN n'a rien à envier à LFI? alors, et vous venez de lâcher le mot, je crois, extrêmement important, parce que vous l'avez cité tout à l'heure, Simone Veil avait fait une note sur l'abolition des partis politiques, il y a quelques décennies de cela, et elle soulignait le caractère intrinsèquement totalitaire des partis politiques. Pourquoi? Parce que chaque parti veut accaparer, par définition, la totalité du pouvoir. Mmh. Mais allons plus loin, c'est-à-dire que dans le caractère totalitaire, il y a justement ce caractère de purge permanent. Or, les partis à l'ancienne, disons, prenez même le Parti communiste français à l'époque, c'était un lieu de sociabilité, c'était un lieu de formation, c'était un lieu de conviction, c'était un lieu où on se retrouvait, un peu comme l'Église, si vous voulez, Mmh. où on avait vraiment une place, on avait quelque chose à dire, à recevoir. Et on y trouvait une deuxième famille, en quelque sorte. Alors que là, non, c'est de l'autopurge permanente, parce que précisément, les partis ne portent plus rien de ce qu'ils devaient porter, c'est-à-dire des idées essentiellement. Mmh. Oui. Alors, on va revenir sur ce caractère totalitaire des partis. Je vais le citer, justement, cet extrait de la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil, et donner la parole à Jean-Frédéric Poisson derrière. Évidemment, là, on revient un peu au passé. C'est une note qui date de 1940, mais finalement qui est particulièrement d'actualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais qu'on reprenne ce sujet ensemble avec tous les deux. Je sais que vous connaissez bien cette auteure et penseuse, philosophe, Simone Veil. Alors, je la cite: «Pour apprécier les partis politiques selon le critère de la vérité, de la justice, du bien public, il convient de commencer par en discerner les caractères essentiels. On peut en énumérer trois. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. Et la première fin, et en dernière analyse, l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration.» Voilà la parole de Simone Veil dans cette note sur la suppression générale des partis politiques. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous croyez qu'on y est aujourd'hui dans ce caractère totalitaire, ou, ou pas? Non, je pense que c'est un des quelques points de réserve que j'ai par rapport à la pensée de Simone Veil, parce que, de mon point de vue, l'idée qu'il y ait parmi les corps intermédiaires quelques-uns dont le rôle particulier est de permettre aux citoyens de participer plus facilement au débat public que s'ils étaient tout seuls chez eux, atomisés, individualisés, etc., me paraît pas une idée complètement délirante. Oui. Mais c'est comme sur le reste, c'est-à-dire à partir du moment où vous oubliez que votre socle est la vérité, que votre mission est la recherche du bien commun et le respect de la dignité des personnes, ça ne peut pas bien se passer. Donc je pense que Simone Veil constate plutôt une déviance, enfin il constate, en tout cas je suis d'accord avec la déviance, avec le fiasco, si vous voulez, auquel nous assistons aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord en principe, je pense que de manière pratique, je ne vois pas très bien comment on peut s'organiser autrement, de la même manière que dans un monde idéal, il n'y a pas besoin de syndicats pour défendre les intérêts des travailleurs. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Donc, comment dire, il y a une forme de réalisme froid, si vous voulez, qui oblige un peu à cet exercice. Maintenant, j'y reviens, et je partage parfaitement ce qu'a dit Alexandre Cugnache à l'instant. Quand j'ai commencé comment dire, mon engagement politique il y a maintenant une trentaine d'années, les partis politiques étaient le lieu dans lequel vous obteniez des informations que personne d'autre n'obtenait. Le délégué de circonscription était un grand élu. Il invitait le député de la circonscription, le sénateur, qui lui donnait des nouvelles de Paris, lesquelles nouvelles n'étaient apprises que dans les couloirs des ministères ou des chambres du Parlement ou aux sièges nationaux des partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques qui étaient autrefois ce lieu privilégié d'information sur l'actualité politique n'ont plus aucun privilège, puisque la plupart du temps, les chefs de parti eux-mêmes apprennent dans la presse ou sur les réseaux sociaux des choses qui se passent à l'intérieur de leur propre formation. C'est pour vous dire si on est un peu décalé. Effectivement, j'ai connu un temps où il y avait des écoles de cadres, des écoles de formation,
On des systèmes de recrutement de candidats, de formation de candidats, des journaux internes, des revues politiques, beaucoup d'entre elles d'ailleurs de bonne qualité. Il n'y a plus rien de tout ça aujourd'hui. Plus rien de tout ça. Donc, effectivement, il y a une perte de substance, très clairement, Mmh. de ces formations, de ces associations. Mais c'est devenu quoi Et je aujourd'hui, serais tenté de Jean-Frédéric dire, Poisson? Parce que tout le monde ne connaît pas comment? les c'est devenu quoi aujourd'hui? Ah, ben, ce sont devenus des écuries. J'ai un de mes amis qui est un membre relativement éminent des Républicains me dit nous sommes devenus un syndicat de gestion d'intérêts locaux. Ce qui est assez bien vu parce que finalement, malheureusement pour eux, c'est une formation dans laquelle j'ai gardé beaucoup d'amis. J'ai siégé aux Républicains pendant 2 mandats à l'Assemblée nationale, donc je les connais bien tous. Mmh. Mais cette espèce, si vous voulez, quand vous n'êtes plus animé, encore une fois, par la recherche de la vérité, quand vous d'une certaine manière, vous vivez entre vous, on voit bien que qu'est-ce que c'est que l'histoire des Républicains ces 15 derniers jours? C'est une affaire d'entre-soi. C'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire, paradoxalement, on oublie complètement qu'il peut y avoir quand même quelques milliers d'adhérents qui voudraient éventuellement bien donner leur avis et être consultés sur une Oui. évolution pareille, même si moi, je partage je soutiens la démarche d'Éric Ciotti, je pense qu'elle est pertinente, qu'elle correspond à ce qu'attendent les militants, donc on aurait pu aussi formellement leur demander leur avis. D'ailleurs, ça aurait évité au président Ciotti, je pense, 2 ou 3 déboires, pour le coup, de ce qu'il a vécu. On est quand même dans le enfin, quand Monsieur Juvin et Monsieur Carlucci, dans les Hauts-de-Seine, décident de passer un accord législatif pour faire en sorte que, contre le Premier ministre sortant et le ministre des Affaires étrangères candidat dans ce département, il n'y a pas de candidat des Républicains. Oui. Et comment voulez-vous faire croire à vos militants que vous êtes dans l'opposition? Mmh. Comment c'est possible ça? Enfin, Les ce mêmes serait... qui dénonçaient les alliances passées en secret, Voilà, comme il disait, entre les LR et le Rassemblement national, sont les mêmes qui, en fait, passaient déjà des alliances, secrètes oui, avec, la Macronie. Donc c'est c'est ça. Donc ce qu'on comprend très bien dans cette affaire des Hauts-de-Seine, pour ne prendre que celle-là, il y en a eu d'autres. Et oui. vos confrères du journal du dimanche, je crois, ou de Valeurs Actuelles, ont débusqué ce qui était en train de se préparer dans les Yvelines, et ce qui a fait rétro-pédaler à toute vitesse les autorités locales lilloises pour mettre des candidats, notamment contre Madame Berger et 2, 3 autres. Tout le monde a bien compris qu'en réalité, on est simplement dans une préservation des sièges. Mmh. Alors, encore une fois, que les partis politiques se battent pour siéger et pour gouverner, c'est leur mission. Parce que si vous êtes un parti politique, c'est que vous avez l'ambition de siéger dans les assemblées où on délibère. Sinon, vous êtes un think tank ou Oui. une université. C'est pas le même exercice. Maintenant, ça peut pas être à tout prix. Et le drame, les Français comprennent très bien ça. Vous savez, comme je dis de temps en temps, moi qui vais au bistrot à la fois par goût et par devoir, quand je parle avec mes contemporains, je vois qu'ils n'ont pas besoin de décodeurs. Ils comprennent très bien ce qui se passe. Mmh. C'est pas la peine de. Nous avons 1500 ans d'expérience de vie nationale politique, donc on comprend parfaitement. Qu'il y ait des tractations pour assurer des accords, des alliances, etc., tout le monde comprend très bien. Qu'il faille que les partis politiques soient élus quelque part, qu'ils aient des élus, tout le monde comprend très bien. Mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de trahir soit sa parole, soit ses engagements, soit de préférence les deux en même temps. Mmh. C'est ce qu'a parfaitement fait, ce qu'ont parfaitement fait. Évidemment, la partie des Républicains canal historique, alors je ne sais pas comment on va les appeler maintenant, ça va être comme encore sur la Colta d'un côté et puis le Oui. bon. C'est ce Les qui a passé, frondeurs, c'est les ce qu'on dissidents, ça dépend, oui. voilà, c'est ce que fait une partie de la gauche dite respectable qui s'allie, c'est même pas le diable, c'est enfin, j'ai encore des conversations en tête, des conversations de buvette avec quelques-uns de mes collègues et amis socialistes de l'Assemblée nationale. Enfin, sur le thème, jamais on pourra s'allier avec l'extrême gauche à cause de la question du respect des libertés individuelles. Enfin, où en est-on maintenant? Donc, tout ça explose parce que, oui, l'urgence, c'est une contrainte, c'est vrai, je l'évoquais tout à l'heure, mais surtout parce que il n'y a plus de boussole nulle part. Mmh. Paradoxalement, et c'est ça qui est inquiétant d'ailleurs, paradoxalement, la seule formation politique aujourd'hui qui est une vraie boussole, idéologique et éthique, alors éthique, ça ne veut pas dire morale, hein. Oui. Éthique, ça veut dire qu'une régulation interne d'une doctrine, c'est la France insoumise. Oui, c'est ce que j'allais dire, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mmh. À part via, bien sûr, via, nous avons une boussole et une éthique, mais on est moins concerné par le débat actuel, on va dire ça comme ça. Oui. Oui, oui, parce qu'au moins, eux, ils sont fidèles à leur idéologie, leur socle Voilà, idéologique. Et ils en ont exactement. une qui est affirmée. Oui, c'est intéressant. Alors, ma question, en fait, qui se pose maintenant, c'est, on voit que vous l'avez dit tous les deux, finalement, avec le fait que ce temps soit ramassé là sur 3 semaines avant les élections,
voulu sur un coup de tête par Emmanuel Macron, enfin un coup organisé comme il le dit d'ailleurs. On voit tout de manière caricaturale. Est-ce que c'était, à votre avis, la recherche d'Emmanuel Macron de rendre ces partis encore plus caricaturaux qu'ils ne le sont? Alors, je le disais tout à l'heure, ça permet aussi une certaine clarification. Mais finalement, si tout le monde se rend compte que ces partis ne sont que des instruments, des syndicats de gestion d'intérêts locaux, comme vous l'avez dit, est-ce que ça fera pas une tabula rasa énorme? Alors, on voit l'intérêt d'Emmanuel Macron qui est celle de dire bah, plus personne sauf moi. Mais on voit aussi éventuellement une opportunité intéressante de se dire on peut rebattre les cartes et refonder des choses qui ressemblent à un parti ou à des intérêts de défense, enfin des corps intermédiaires, comme vous le disiez, Jean-Frédéric Poisson. Je commence par cette question par vous, Alexandre Cueillet-Préval. Non, mais qui est recomposition, ça me semble être une évidence. Après, il faut remettre l'église au milieu du village. Je pense que Jean-Frédéric Poisson a absolument raison. Moi non plus, je ne suis pas totalement et principalement opposé à l'existence des partis politiques. Mais qu'est-ce qu'un parti politique? C'est un outil de conquête du pouvoir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de pouvoir. En tout cas, il n'y a plus de pouvoir dans le cadre institutionnel qu'a rappelé Jean-Frédéric Poisson, c'est-à-dire constitutionnel national. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'indépendance nationale. Donc, que cherche à conquérir un parti politique aujourd'hui? Rien d'autre que des Les places. sièges, oui. Donc, ils sont autre chose. Ils sont simplement une étiquette qui permet d'obtenir des places. Or, moi, je n'ai rien contre le fait de tenter de conquérir le pouvoir. Je crois que c'est absolument indispensable. Il faut conquérir le pouvoir, mais pour le bien commun. C'est ça la seule raison d'être du phénomène politique. Sinon, on fait autre chose. On va dans l'entreprise. Il y a plein de choses à faire en ce bas monde. Hein. Mais si on n'est pas là pour conquérir, exercer réellement le pouvoir en vue du bien commun, c'est-à-dire l'indépendance nationale, la prospérité, la paix civile, etc., etc., eh bien, on fait autre chose. Donc, ces gens ne font pas de politique, c'est un mensonge, c'est une supercherie. Ils nous font croire qu'ils font de la politique, ils font des petits arrangements pour obtenir des places parce qu'ils ont renoncé au pouvoir, parce qu'ils refusent de dénoncer l'éléphant au milieu de la pièce, c'est qu'ils n'exercent plus le pouvoir concrètement, parce que le pouvoir n'est pas là où ils prétendent être, il est ailleurs. Oui, c'est la Donc, grande posons désillusion. ces questions. D'accord. On revient là, au propos de Simone Veil qui dit l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance et cela sans aucune limite. En fait, vous dites la limite, ce serait la recherche du bien commun, mais sauf qu'en fait, il n'y en a plus. Il n'y a plus cette recherche. Non, mais l'exercice du pouvoir en vue du bien commun. Or, ces gens ont renoncé à l'exercice du pouvoir. Hmm, Ils font semblant de courir après, mais le pouvoir n'est plus à l'Assemblée nationale. C'est une farce, ça. Oui, Jean-Frédéric Poisson. Euh, je suis moins pessimiste qu'Alexandre Cugnage sur ce point. Il reste malgré tout, des choses à faire. Quand on siège dans une assemblée comme l'Assemblée nationale, et par ailleurs, nous sommes focalisés aujourd'hui sur des élections législatives. Oui. Je rappelle qu'il y a 550 000 élus en France qui siègent dans les assemblées locales en particulier, et que dans les assemblées locales, même si on ne peut pas changer le sens de rotation de la Terre dans un conseil municipal, il reste quand même 2-3 choses à faire localement, et ce sont des lieux de service du bien commun qui sont objectifs, d'ailleurs largement plébiscités par nos compatriotes et nos concitoyens à cause de ça. Que vous dire d'autre que ce qu'on a déjà évoqué? Il me semble que une autre façon de l'évoquer, le relativisme général, a tué aussi les partis politiques dans une large mesure. Lorsque vous êtes censé défendre des idées, ça veut dire que vous vous réclamez porteur d'un certain nombre de vérités sur l'homme, sur la société, sur la manière de vivre en commun, et 2-3 autres choses importantes comme celle-là, dans un univers où tous les discours se valent, toutes les vérités sont bonnes, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus en réalité. C'est-à-dire vous ne pouvez être que, comment dire, une espèce de, je ne sais pas comment dire, une espèce de produit sur une étagère, non plus un lieu dans lequel vous venez participer à la construction institutionnelle du bien commun. Il y a d'autres, comme le disait Alexandre Cugnach à l'instant, il y a d'autres manières de participer au bien commun qui ne sont pas forcément institutionnelles. Mais les partis politiques ont ce rôle.
Vous ne faites plus ça, vous achetez quelque chose qui vous plaît en fonction de l'urgence du temps, quand vous êtes un militant, et puis vous y engagez parce que vous pensez que ça correspond à ce que vous croyez, c'est le meilleur des cas, ou alors c'est le chemin le plus rapide pour accéder à la satisfaction de votre ambition personnelle, ce qui est le pire des cas. Oui. Je parle des futurs élus et des responsables. Bon. Maintenant, ne voyons pas non plus, comment dire, tout n'est pas non plus à jeter. Encore une fois, c'est très très difficile d'imaginer une vie politique sans formation qui devrait être des portes d'entrée. On le répétait tout à l'heure, éducative, de formation institutionnelle, de formation à la pratique politique, parce que vous savez, il y a aussi cet aspect. Le macronisme a presque réussi à nous faire croire, je dis bien presque, parce qu'il n'est pas tout à fait arrivé, qu'on pouvait s'engager en politique comme ça, simplement, que c'était finalement une activité comme une autre et que le dernier des crétins pouvait, sans effort particulier, s'adonner à l'exercice de mandats publics. Mais les mandats publics, comme n'importe quelle autre responsabilité, réclament un certain nombre de vertus qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on met en exergue lorsqu'on s'investit dans d'autres types d'univers. Une forme de savoir-faire, l'exercice de responsabilités éminentes comme celle d'un mandat parlementaire réclame idéalement d'être passé par l'éducation des assemblées locales pour comprendre comment ça fonctionne, apprendre qu'il y a des règles non écrites qui sont aussi importantes que les règles écrites, qu'on ne peut pas se comporter n'importe comment dans ce genre d'assemblée, toutes ces sortes de choses qu'on apprend d'expérience et sur lesquelles on forge sa personnalité, sa compétence et son mandat d'élu. Les partis politiques devaient servir à ça aussi. Quand on parle de formation politique, on parle de ça. Visiblement, il y a un certain nombre de gens pour lesquels cette mission n'a pas été accomplie, si j'en juge à ce que nous avons constaté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ces derniers temps. Alors, je vais vous poser cette question, Jean-Frédéric Poisson, enfin, vous la reposer parce que je commençais à la poser tout à l'heure. Finalement, on voit bien ce qui s'est passé, cette précipitation ici pour organiser, et ça, pour le coup, c'est pas du fait des partis, c'est du fait d'Emmanuel Macron pour organiser ces élections législatives, qui finalement d'ailleurs font la part belle aux plus gros partis, ceux qui peuvent s'organiser, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des structures, plus que des petits partis. Donc on voit déjà que cet effet loupe dont vous parliez, cet effet caricatural n'est que renforcé par le temps. Euh, Finalement, quel est l'objectif, à votre avis, d'Emmanuel Macron? Est-ce que derrière, il y aurait cette envie de, par cette forme de clarification, mais que tout le monde réalise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans un moment de vérité, mais qui peut servir aussi à Emmanuel Macron, mais qui peut peut-être servir autrement, que tout le monde réalise où en sont les partis aujourd'hui, ce constat d'échec qu'on a pu évoquer ensemble, et dans quel sens ça va aller. Est-ce que, votre avis, Emmanuel Macron va pouvoir en tirer profit, ou est-ce qu'au contraire, c'est un temps intéressant pour les Français de se dire, voilà, les choses sont claires, maintenant nous savons où nous sommes et avec qui nous travaillons ou pas. Et comment peut-on recommencer la donne politique, remettre de l'air, remettre un souffle démocratique dans cette organisation actuelle? Ça, où en sont les partis politiques? Je pense que les Français n'avaient pas besoin de la dissolution pour le savoir. Il y a une telle déperdition de désengagement, de réserve des Français à l'égard de nos organisations que je crois que leur point de vue là-dessus était déjà fait. Vous êtes tout à fait aimable avec le chef de l'État, Clément, ça ne vous ressemble pas. Quand vous dites quel est le but d'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que dans cette histoire, il y a un but. Moi, je pense que ça relève du caprice. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui ouvre ses cadeaux de Noël, il n'est pas content du cadeau, il met le feu au sapin. C'est pas plus que ça. On verra bien ce qui arrivera. Je pense que parce que tout ça est parfaitement irrationnel. Il n'y a aucune raison de lier, comme il l'a fait, un résultat d'un scrutin européen qui élit un Parlement européen à la destinée d'un Parlement national. Il n'y a pas de lien. Il n'y a aucune raison. Tout le monde sait bien que le jour où il dissout, la première victime, c'est son propre parti politique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Édouard Philippe, c'est lui qui a détruit la majorité présidentielle. L'ancien Premier ministre a parfaitement raison. Il va perdre 150 députés. Enfin, tout le monde le savait. Donc, si vous voulez, la rationalité derrière ça, à part d'emmerder les partis politiques et les électeurs français, comme il avait choisi d'ailleurs d'emmerder, c'est une citation, les non-vaccinés au moment de la crise du Covid, on est dans le même genre de psychologie, donc il n'y a pas de but particulier. Qu'est-ce qui est en train de se clarifier? D'abord, oui, le positionnement relatif des formations politiques les unes par rapport aux autres, ça c'est certain.
Et effectivement, là, il apparaît au grand jour très clairement que, comment dire, il y a ceux qui sont prêts à des alliances de toute nature, ceux qui sont moins prêts, on voit bien lesquels sont acceptés, les autres non. Donc, l'échiquier se recompose d'une certaine manière par le positionnement relatif de toutes les formations politiques. Premier élément. Deuxième élément qui se clarifie, la gauche républicaine était déjà mal en point, la gauche morale est morte maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire ça va pas, c'est fini maintenant. Les leçons, regardez, vos alliés sentent mauvais des pieds ou les ongles sales, ça va bien. L'acmé étant la tribune de ces deux pauvres rédacteurs du Tribune du Monde sur la différence entre l'antisémitisme contextuel et l'antisémitisme ontologique. Alors excusez-moi, mais enfin, j'aurais rendu ça comme une copie de fin de première année à la fac en philosophie politique, j'aurais pas eu mon examen, si vous voulez. C'est d'un niveau, mais c'est affligeant, même intellectuellement, d'une faiblesse absolument insigne. Mais on est prêt à tout pour justifier le fait qu'il faut sauver le soldat gaucher. Il faut sauver le PS. Voilà, c'est ça le sujet. Il faut sauver le Parti socialiste. Alors que les dirigeants du Parti socialiste, c'est un réflexe de survie, je peux l'entendre. Est-ce que c'est à tout prix? C'est ça qui n'était pas sûr, en tout cas. On voit bien que ici encore, l'impératif pratique l'emporte sur les considérations de valeur, de principe, d'engagement, de conviction et tout le reste. La troisième chose qui est clarifiée, c'est que nous sommes en face de trois sortes de dangers. C'est-à-dire que pour la période qui vient, ce qui me paraît tout à fait clair, c'est que si la gauche arrive au pouvoir d'une manière ou d'une autre, on va en prendre plein les mirettes, ma chère Clémence. On n'a pas fini d'en baser. Bien, sous tout rapport. Si le bloc centriste continue d'exercer le pouvoir, comme ça pourrait arriver, l'hypothèse est faible, mais elle existe, nous allons vers la continuation pure et simple de ce que nous vivons depuis 7 ans, c'est-à-dire une lente descente aux enfers. Nous descendons, comme dit la préface au lecteur des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, nous descendons pas à pas dans des ténèbres qui puent. Fin de citation. Et la troisième solution, c'est si effectivement le Rassemblement national exerce le pouvoir, je doute qu'il le fasse parce que la majorité absolue est un objectif lointain, nous allons assez probablement vers des situations de blocage et des tentatives en tout cas de grippage de l'appareil d'État auquel il sera difficile de résister. Je dis le Rassemblement national pourrait ne pas atteindre la majorité absolue parce que j'ai entendu un de ses porte-parole hier expliquer que le Rassemblement national était prêt à discuter avec tout le monde, avait ouvert la porte à tout le monde, tendu la main à tout le monde, ça n'est pas vrai. Il y a un certain nombre de mouvements, le mien, celui de Florian Philippot, celui de Nicolas Dupont-Aignan, qui sont restés sur le seuil de la porte. Et si jamais ils avaient quelques sièges au Rassemblement national pour atteindre la majorité absolue, dans une certaine mesure, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Maintenant, pourquoi vous avez été, entre guillemets, refoulé? Il faudra leur demander, chère madame. Vous n'avez pas eu d'explication? Non, bien sûr que non. Ça fait pas partie des non, mais c'est pas pour des raisons idéologiques qui auraient pu vous être expliquées. Peut-être que l'alliance que nous avons faite avec les Patriotes aux élections européennes n'ont pas eu l'ordre de plaire aux dirigeants du Rassemblement national, mais il faudrait leur rappeler que ce même dirigeant des Patriotes, Florian Philippot, avait soutenu largement le vote pour Madame Le Pen au second tour de la présidentielle, donc il y a un moment où... oui, au moment où les LR se bouchaient le nez et parlaient d'arc républicain, ça c'est intéressant. Bien entendu, mais voilà, la réalité c'est comme ça. Moi je n'ai jamais appelé à voter pour M. Macron au second tour de la présidentielle, ni en 2017 ni en 2022. Nous avons passé des accords avec le Rassemblement national dans 90 villes de France au municipal en 2020. Voilà, visiblement, ils n'ont pas envie de travailler avec nous, c'est ainsi. Mais ils auront qu'à s'en mordre les doigts le moment venu. Juste une question, encore une parenthèse, si c'est posé. Pardon, juste une question, si c'est posé par nos éditeurs. Il y en a qui disent, mais aurait-il un problème avec les chrétiens? Ah, c'est pas impossible. Ça n'est pas impossible du tout, mais ça, comment dit-on ça? J'ai quand même du mal à l'imaginer. Mais oui, c'est tout à fait possible. Enfin, on sait bien la réserve de principe qu'il y a. Bref, en tout cas, ça n'empêche pas que nous avons pu bien communiquer pour expliquer que nous soutenions les candidats du national partout où il y en a, parce que des trois dangers que j'ai exposés, les deux premiers qui représentent au pouvoir de renaissance du Front populaire, nouveau ou pas du reste, et les fondateurs du Front populaire doivent se retourner dans leur tombe d'ailleurs, parce que quand on a le culot de... Enfin bref... On va en parler avec Michel Onfray demain. Et celui de Renaissance maintenu aux affaires nous paraît bien plus important et bien plus grand que le troisième, qui en fait n'en est un que par réaction.
Oui. Alors, même question pour vous, Alexandre Cugnache, concernant cette grande clarification et puis peut-être finalement ce qui peut nous arriver en bien ou en mal. Ce qui peut nous arriver en bien, honnêtement, je ne le vois pas, parce que quel que soit le scénario, soit la gauche arrive au pouvoir et c'est catastrophique, soit le bloc centriste reste au pouvoir et c'est catastrophique, soit le RN arrive difficilement au pouvoir et vu les circonstances, ça sera de toute manière catastrophique. Donc je crains que l'avenir ne soit pas rose. Sur un plan strictement politique, je constate que la droite a complètement disparu du paysage politique français, hein. LR, bon, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils ne sont pas de droite, plus de droite en tout cas. Le Rassemblement national n'est pas de droite, il ne se revendique pas comme un parti de droite, et vu Oui. son programme ou ce qu'on a pu comprendre d'évanescence Ce qui reste du programme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été d'idées, revues. ils sont maintenant européistes, ils sont économiquement de gauche, ils sont pour l'avortement, pour le mariage homosexuel, etc., etc. Je constate que les seuls qui avaient porté une voix un peu dissidente, je pense à Florian Philippot, je pense à Jean-Frédéric Poisson, mais même d'une certaine façon à Éric Zemmour, qui se classe à tout le moins à droite, ont tous été évacués d'éventuels accords dits d'union nationale. En fait, moi, je ne vois pas d'union nationale, je vois simplement le ralliement, le débauchage de quelques personnalités éparses, et pas d'accords globaux entre ce qu'on pourrait appeler les droites conservatrices, patriotiques, et encore, moi, je ne réclame pas qu'une alliance à droite, hein. Encore une fois, je considère que le RN est un parti de gauche patriotique. C'est son droit. Je trouve ça mieux que Bah la oui. gauche cosmopolite. Mais voilà, ce n'est pas non plus la panacée, hein. Juste pour revenir sur cette histoire d'union nationale qui réunit des personnalités éparses, c'est vrai que si on voit que ce sont des LR qui, jusqu'à maintenant, enfin, ont oublié qui ils étaient pendant, ces 10 ou 15 dernières années, et ont refusé en revanche, vous l'avez dit, un Éric Zemmour, Florian Philippot ou, Jean-Frédéric Poisson, c'est peut-être que justement l'idée est d'avoir des Et, et- et- personnalités et sans même, personnalité. et même Nicolas Dupont-Aignan, hein, qui a Oui, été l'une des premières personnalités d'envergure nationale, disons, a appelé officiellement à voter pour Marine Le Pen. Je constate qu'il ne fait pas bon avoir été dans les premiers à soutenir le principe d'une alliance avec ces gens-là. oui, c'est vrai. C'est intéressant. Donc personne ne voit finalement de point de vue, enfin de clarification positive, au moins des choses du parti politique et puis peut-être d'une tabula rasa qui risque d'arriver après ça. Vous ne Ça voyez pas ça? risque d'arriver. Certainement pas comme on l'attend, mais l'histoire est en marche, ça c'est une certitude. Mmh. Mais pas, dans le temps des législatives, mais plutôt plus tard, en fait, d'après ce que je comprends. Ah, Merci je pense que c'est le début en tout cas. ouais. Merci beaucoup à vous 2, Jean-Frédéric Poisson, Alexandre Cunha-Preval. Je rappelle Merci Jean-Frédéric à vous. Poisson, président de VIA, La Voix du Peuple, un parti politique justement, et auteur de nombreux ouvrages dont La Voix du Peuple, l'indispensable réforme constitutionnelle aux éditions du Rocher, Alexandre avocat au barreau de Paris. Merci à vous 2.